Bonjour, bonjour à tous et merci d'être venus assister à cette table ronde. Aujourd'hui, nous allons nous livrer à un exercice assez difficile, un exercice d'anticipation, puisqu'on va discuter du spatial de demain et d'après-demain, donc à l'horizon peut-être 1 à 2 décennies. En notre compagnie, aujourd'hui, nous sommes avec Martin Robillard d'Airbus. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bonjour, Martin Robillard, je suis donc responsable du développement des affaires défense spatiale chez Airbus. Je travaille en particulier sur les sujets de sécurité de l'espace. Et voilà, je suis basé à Toulouse, au cœur de la maison spatiale Airbus. Nous sommes aussi avec Vincent Clos de Thales Alenia Space. Est-ce que tu peux aussi te présenter rapidement? Oui, bonjour à tous. Vincent Clos, donc au sein de Thales Alenia Space, je suis en charge des partenariats stratégiques de manière générale et en particulier avec les startups. Je m'occupe aussi de nos startups internes. Nous sommes avec Paul Vorer, j'ai bien prononcé. C'est très bien, Paul Très bien. Vorer. De la Fondation pour la recherche stratégique, même exercice. C'est ça, je suis chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour à tous. Et je m'occupe en particulier des affaires spatiales et de l'évolution actuelle du secteur et du domaine spatial maintenant. D'accord. Et enfin, nous sommes avec Sylvain Rocagel pour le commandement de l'espace. Bonjour, Bonjour. je suis Sylvain Rocagel, je suis conseiller technique du général Freidling, commandant de l'espace, voilà, ministère des Armées. Alors Sylvain, essaye peut-être de parler un petit peu plus près du micro. D'accord. D'accord, oui, c'est parfait. Alors, petit exercice de prospective, d'anticipation aujourd'hui. On sait que c'est très difficile, hein. C'est un exercice périlleux. On peut parfois voir des choses qui ne se dérouleront pas, souvent même. Mais ça reste un exercice très intéressant. Et c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui. Alors, je vous propose de démarrer cette table ronde en nous intéressant aux usages spatiaux de demain, du point de vue des civils, mais aussi des institutionnels. Par exemple, du côté de Thales. Alors, chez Thales, vous en construisez des stations spatiales, vous les faites presque toutes, on a l'impression. Pour l'orbite terrestre, pour l'orbite lunaire, vous allez faire celle d'Axiom aussi, je crois. Absolument. Comment vous voyez se développer ce business de la station spatiale qui a l'air d'être en plein essor, au moins pour vous? Pour nous, effectivement, on est bien positionné sur ce segment. On a cette chance d'être à l'avant-garde. Clairement, on peut imaginer aussi, pour rebondir sur ce que Martin disait, sur des notions d'usine dans l'espace, parce qu'en fait, on va pouvoir fabriquer des choses avec les phénomènes de microgravité, par exemple, qui vont des nouveaux matériaux qui ne sont pas faisables aujourd'hui sur Terre, etc. Donc on peut tout à fait imaginer développer des capacités, je dirais industrielles, dans l'espace d'un côté. De l'autre, par rapport à tout ce qui est tourisme spatial, etc., on est aussi dans une époque, il y a pu y avoir des polémiques par rapport au développement durable associé à l'envoi de personnes. De notre côté, évidemment, il peut y avoir des questions, mais derrière, finalement, tous les gens qui vont dans l'espace, ce qu'on relève, c'est que quand ils reviennent sur Terre, en fait, ils ont encore plus l'envie de contribuer au bien-être de la Terre. Très bien. Alors, du côté du commandement de l'espace, j'imagine qu'on a aussi toutes ces problématiques bien en tête. Quelles sont les menaces que vous avez identifiées, que vous voyez émerger pour les 10 à 20 prochaines années? Alors déjà, il y a les menaces d'origine accidentelle, si j'ose dire. Effectivement, c'est plutôt un risque. En orbite va effectivement demander une attention encore plus grande, des outils de surveillance, des outils de manœuvre le cas échéant, la possibilité à terme, encore une fois dans un horizon temporel un peu éloigné, mais des outils de manœuvre qui sont plus ou moins autonomes d'ailleurs. Les systèmes devront être à même de considérer la situation et faire en sorte de manœuvrer de manière autonome et malgré tout coordonnée, avec des règles, vous l'avez rappelé, qui existeraient pour le bonheur de tous. Voilà. En d'autres termes, il y aura un premier élément qui sera une connaissance spatiale quant au risque. Je pense à un horizon
une carrière assez importante malgré tout. Très bien. Du coup, on vient d'évoquer ces constellations, ces satellites qui vont devoir devenir un peu plus autonomes, coopératifs. On va continuer à rester un peu dans l'orbite basse. Quels sont les services de demain pour les satellites? On parle un peu de ravitaillement orbital. Est-ce qu'on peut avoir un mot là-dessus? Oui, je peux me lancer là-dessus. Donc, alors service peut-être en termes de taxonomie. Dans le spatial, on utilise aussi la notion d'on-orbit servicing. Donc, je vais juste catégoriser entre transport que Martin commençait à évoquer, logistique, etc. Donc, tout ce qui est transport de charges utiles, que ce soit des satellites et peut-être dans le futur de matériaux, de personnes, depuis la Terre vers un peu plus loin. Donc je m'éloigne un petit peu de l'orbite basse, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est déjà en cours de travail, très clairement. Concernant l'on-orbit servicing, là on parle de services tels que le ravitaillement de satellites, l'extension de vie, on parlait tout à l'heure des débris aussi, nettoyer finalement ou désorbiter les objets qui peuvent mettre en péril. Donc là on revient sur des notions aussi de modèles économiques que Paul évoquait, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ces services sont imaginés, mais est-ce qu'ils sont viables économiquement? Je partage l'opinion, il y a encore un petit peu de travail de ce côté-là. Un dernier point peut-être pour faire le parallèle avec les constellations de tout à l'heure. Dans les constellations, on a la notion de cercle de confiance. C'est-à-dire on va avoir un noyau dur résilient souverain, par exemple Syracuse ou Iris. On va avoir un noyau étendu avec les partenaires de confiance européens, par exemple, tels que Cosmos Skymed côté Italie pour une capacité radar. On va avoir ensuite le noyau augmenté avec les constellations commerciales. De la même manière, je pense que côté service, la question se pose, le business model en tant que tel, d'un point de vue forces armées, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc on commence à y réfléchir tous ensemble, mais est-ce que c'est applicable au-delà d'usages civils, le business model, le modèle économique des services? C'est un débat ouvert pour moi. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet? Voilà, je voulais simplement rajouter le fait que la distinction entre le civil et le militaire est quelquefois floue et deviendra de plus en plus floue. Je vais prendre pour exemple la velléité du DoD et de la Space Force, plutôt de la SDA, d'ouvrir ses canaux de communication de sa future constellation aux partenaires de confiance privés. Donc le segment sol qui serait civil ne serait plus utilisé par exemple. Et donc il y aurait un lien direct entre les différentes capacités en orbite commerciale et les capacités militaires, ce qui montre l'espèce de floutage qui existe à terme et qui va être de plus en plus fréquent dans un monde hyper connecté et où les satellites ne seront quelque part un peu réduits qu'à la notion de capteur ou d'effecteur. Voilà. Ou tout le reste, toute la partie qui relève de la connectivité entre les orbites ou au sol et les orbites, ça sera quelque chose d'un peu éthéré, je dirais, et quelque chose d'un peu standard. Le point d'appui sera un peu plus sur la partie capteur et effecteur. Paul, peut-être? Je vois que tu... Non, mais moi, je me faisais une réflexion, en fait, tout en écoutant les discussions, là, c'est que d'une certaine manière, on sent bien aujourd'hui qu'on est dans une période de basculement progressif, de basculement un petit peu incertain, mais de basculement. C'est-à-dire qu'un satellite, en fait, c'était quoi avant? Et d'une certaine manière, aujourd'hui, un satellite, c'est gros, la plupart du temps, généralement. C'est cher, c'est précieux, et ça évolue dans un environnement assez bénin, d'une certaine manière, avec un lien direct avec le sol. Voilà, je dirais que c'est un satellite. Aujourd'hui, c'est ça encore pour énormément de satellites, mais on commence à voir émerger de plus en plus des satellites qui sont petits, pas chers, pas précieux, qui évoluent dans un environnement de plus en plus contesté et qui ont une connectivité
tous azimuts finalement. Et donc il y a vraiment un côté, est-ce qu'on va basculer dans ce monde-là ou est-ce que finalement on va rester dans un espèce d'entre-deux à l'avenir avec des satellites, à la fois des satellites très importants et des satellites très peu précieux. Et c'est un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, tirer sur un satellite, par exemple, attaquer un satellite, ça peut poser de graves problèmes en fonction du satellite. Pendant toute la guerre froide, attaquer un satellite, c'était considéré comme quelque chose de très grave parce que les satellites avaient une fonction véritablement stratégique de stabilisation des relations entre l'Est et l'Ouest dans le cadre d'une dissuasion nucléaire. Et donc, comme les satellites étaient capables d'observer ce qui se passait de l'autre côté, de part et d'autre du rideau de fer, de vérifier l'application de certains traités, etc., ils avaient une fonction vraiment stabilisatrice. Aujourd'hui, on parle d'un monde où les satellites feraient de plus en plus partie intégrante de systèmes d'armes, finalement, conventionnels, comme disait Sylvain, des capteurs. Et donc, d'une certaine façon, ils représenteraient de plus en plus des cibles légitimes, on va dire, d'un point de vue militaire. Et donc, évolueraient dans un environnement qui serait beaucoup moins bénin, beaucoup moins pacifique, d'une certaine façon. Et c'est un petit peu dans cet entre-deux qu'on se situe aujourd'hui, selon moi. Et du fait de... Oui, vas-y. Pardon, juste un petit mot. Justement, je regardais cette brochure que j'ai prise sur le stand de la Red Team avec la FRS en 2019. Airbus, Ariane Group ont fait un grand jeu de guerre spatial inspiré des jeux de guerre américains qui s'appelle les Shriver Wargame et auquel participent un certain nombre d'industriels, Thales, Airbus, aux côtés du commandement de l'espace. Et donc on a réfléchi à tous ces enjeux, ces problématiques, ces défis qui se créent avec le développement des menaces dans l'espace. Et je pense que, puisqu'on parle d'anticipation, ce domaine de la simulation et de la réflexion sur l'avenir va prendre de plus en plus de place dans le spatial, parce que ce n'était pas vraiment le cas jusqu'ici, mais maintenant on va vraiment réfléchir au spatial militaire avec des simulations très pointues et de plus en plus abouties. Alors, pour revenir sur l'aspect satellites qui commencent à évoluer dans un environnement contesté, est-ce que, du fait de leur dualité, les satellites privés qui appartiennent à des entreprises privées pourraient aussi devenir des cibles pour des puissances nationales? Est-ce que demain, un adversaire d'un pays pourrait décider, au lieu d'attaquer un satellite militaire, de se dire je vais attaquer ces constellations parce que je touche aussi ces capacités de cette manière? La réponse pour moi, c'est on ne sait pas. Très clairement. C'est pour ça que quand on anticipe, il faut toujours être assez prudent et se dire effectivement tout est possible, c'est une possibilité à mon sens, c'est une hypothèse, mais la manière de faire tomber les capacités d'une constellation avec des milliers de satellites, quelle est-elle finalement? Est-ce qu'on y arrive avec un missile? C'est très très difficile. Là, on parlerait plutôt vraisemblablement d'une cyberattaque ou de quelque chose qui pourrait attaquer un réseau. Et donc on retombe dans cette numérisation des satellites et cette numérisation de l'espace et c'est ce monde cyber et cet espace qui deviennent de plus en plus intriqués au fur et à mesure. Peut-être en complément, alors ça va être peut-être très science-fiction, mais en orbite basse, on imagine quand même des canons. Là, peut-être je suis plus dans l'esprit Red Team. Par contre, par rapport à la question, moi, ce qui me semble fondamental, c'est d'avoir cette diversification d'assets. Donc d'une part, effectivement, s'appuyer de plus en plus sur les constellations duales commerciales ou des initiatives du type de celles que Sylvain évoquait aux États-Unis, donc faire la même chose en Europe. Donc on parle de la constellation européenne, par exemple, et puis de garder effectivement le noyau dur dont je parlais tout à l'heure, donc des assets vraiment propriétaires, etc. Et puis entre les deux, s'appuyer sur les partenaires. Et puis, pour moi, c'est quelque part la meilleure manière d'anticiper en n'ayant pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Très bien. On va... Moi, j'oserais répondre sans doute à votre question, parce que dans les doctrines de nos possibles adversaires, la guerre hybride est bien inscrite.
Et d'ailleurs, le commandement de l'espace chinois, si je peux l'appeler comme ça, le commandement des forces stratégiques chinoises, rassemble dans un même commandement la cyber et puis tout ce qui ressemble à l'informationnel, à la guerre de l'information. Donc il est clair que dans l'esprit d'un certain nombre de pays, l'espace, les attaques cyber, les attaques informationnelles sont particulièrement liées et doivent avancer de concert. Alors effectivement, tu as raison, on ne sait pas. Je dirais sans doute, et pour reprendre ce que tu disais, il faut se diversifier, être redondant le plus possible pour faire face à l'ensemble des menaces possibles. Très bien. Je vous propose qu'on s'éloigne un petit peu et qu'on aille du côté de la Lune maintenant pour avancer. Du côté des Américains et du côté de la Chine, on parle d'enjeux géostratégiques majeurs quand on parle du pôle sud lunaire. Est-ce que pour vous, la Lune va devenir un nouveau terrain de jeu pour les grandes puissances et éventuellement aussi pour les entreprises privées ? Oui. Je suis désolé, je parle vraiment 2 minutes parce que je parle tout le temps. Mais oui, la Lune, c'est le nouveau point haut. Alors il y a ce phénomène classique de la Chine mettant la pression aux États-Unis, tout le monde s'emballe, se monte le bourrichon, donc il faut en faire des tonnes. Le thème lunaire est réapparu dans les conférences anglo-saxonnes il y a 2-3 ans, et puis ils se sont mis à parler plus que de ça. Il y a des ressources qu'un certain nombre d'entreprises souhaiteraient exploiter. Hydrogène, oxygène, hélium, qui pourraient participer au pas d'après vers l'exploration du système solaire. Il y a aussi une volonté chinoise de s'implanter durablement. Et puis les Chinois ont démontré qu'en en se positionnant sur un certain nombre de points de Lagrange autour de la Lune, sans rentrer dans trop de détails, il y avait des choses intéressantes à faire. Ils ont déployé un satellite qui s'appelle Chichiao. Voilà, j'espère que vous êtes impressionné par ma prononciation du chinois. Pour relayer les transmissions de leur sonde, de leur rover Chang'e 4, qui était sur la surface cachée de la Lune. Et ça a beaucoup impressionné tout le monde et démontré un certain nombre de possibilités. Donc, les points de Lagrange pourraient être des choke points, comme on dit en anglais, vraiment des points, des goulots d'étranglement. Et donc, il y a clairement une volonté des 2 grandes puissances d'être présents sur la Lune, d'être présents autour de la Lune pour éviter de se retrouver bloqués et puis d'être dominés depuis la Lune vers la Terre. Du côté du commandement de l'espace, est-ce qu'on commence à considérer la Lune sous un aspect stratégique aussi ? Alors, du point de vue français, pas immédiatement. Mais par contre, effectivement, du point de vue américain, dans une grande lutte entre les puissances spatiales, du point de vue américain, on s'est rendu compte récemment de l'émergence d'une force qui est dénommée CHIP, CHSP, Cislunar Highway Patrol System. Donc la velléité de patrouiller entre les orbites terrestres et la Lune, et voir en cislunaire. Donc on voit bien que même du point de vue militaire, pour nos alliés américains, il y a un intérêt à quelque part habiter, exister dans cet espace cislunaire. Et pour les entreprises privées, je pense par exemple Thales qui construit en grande partie une station lunaire actuellement. Est-ce que vous voyez un avenir à aller sur la Lune ? Est-ce qu'il y a des opportunités économiques sur notre satellite ? Vaste sujet. On parlait des modèles économiques plus proches de la Terre précédemment. On est dans un exercice de prospective, donc la réponse va être oui. Clairement, et la raison pour moi, c'est qu'au-delà des initiatives purement institutionnelles, on va dire, on a des partenariats publics-privés, encore une fois, qui démarrent côté américain, normalement, donc d'initiatives pour que des sociétés aillent s'installer, donc au-delà de mettre des stations en orbite, qu'on commence à aller y faire des choses, enfin on en parlait tout à l'heure, toutes les ressources qu'on peut y trouver, s'installer, etc. Donc la clé pour moi, pour que le modèle économique soit viable, et j'ai l'impression que les conditions sont petit à petit, enfin on verra quand est-ce que ça arrive, mais les conditions sont en train d'être mises en place, c'est que
des acteurs privés au-delà des grands groupes qu'on peut connaître et aussi au-delà des grands groupes dans le spatial qu'on peut connaître, s'intéressent de plus en plus et commencent à réfléchir très sérieusement à investir. Donc, des groupes équivalents CAC 40 quand même, et puis des startups avec des moyens conséquents, avec plusieurs dizaines de millions de dollars et plus pour commencer à aller s'implanter, travailler des chaînes logistiques. Par exemple, DHL a fait des annonces dans ce sens. Voilà, donc réponse positive de mon côté. Paul? Oui, tout à fait. Ce qui se disait beaucoup à Washington à une époque, c'était de la part des entreprises, Mars is in our heart, the moon is in our business model. Il disait Mars est dans le cœur, la Lune c'est dans notre modèle économique. Parce qu'effectivement, il y avait ce programme qui petit à petit se mettait en place. Et on voit bien, alors un programme lunaire, c'est politique. C'est une question de prestige, c'est une question de symbole, c'est aussi une question de faire vivre une industrie spatiale avec des projets, une industrie spatiale qui est un domaine industriel très très important aux États-Unis. C'est pour ça que la navette spatiale en 72 a été acceptée. C'était pour s'assurer que les travailleurs de l'industrie spatiale n'étaient pas mis au chômage en Californie avant les élections américaines. Donc c'est très politique en fait ce type de programme, et c'est notamment aujourd'hui quelque chose de normatif d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'avec les accords Artemis qui sont en train d'être signés par de nombreux pays dans le monde, d'une certaine façon, on définit les nouvelles modalités d'exploration de l'espace si les Américains parviennent les premiers et avant la Chine à arriver à installer effectivement, comme ils le souhaitent, des humains sur la Lune, retourner sur la Lune pour y rester, etc. Et donc, comme c'est global, comme c'est très symbolique finalement, il y a cette lutte politique qui est un petit peu larvée, mais on voit qu'il y a quand même cet objectif de démontrer la puissance d'un modèle sur un autre. C'est pas du tout une rupture en ce sens-là. Cette nouvelle conquête de la Lune, entre guillemets. On n'a plus beaucoup de temps, donc on va essayer on va conclure cette table ronde avec une dernière question au niveau de l'énergie. Du côté russe et du côté américain, on s'intéresse de nouveau au nucléaire en termes de propulsion. Est-ce que c'est l'avenir de la propulsion dans l'espace, le nucléaire? Alors, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, c'est extrêmement instruit en ce moment. Paradoxalement, c'est une question ancienne, le nucléaire. Ça a toujours existé. Ouf. Alors là, ça y est. Pardon. Ça a toujours existé, mais plus récemment, les Américains ont repris leur programme nucléaire. Il y a à peu près 5 ans, ils ont lancé un certain nombre de projets. On peut citer par exemple le projet BWXT de la société éponyme, qui traite du nucléaire thermique. On peut citer le projet Kilopower 1 et 2, puisqu'ils ont renouvelé aussi le projet. Donc on se rend compte que du point de vue américain, le nucléaire a toujours, de plus grande puissance, a toujours été quelque chose d'important et en recrudescence actuellement, dans une perspective effectivement d'un emploi ultérieur beaucoup plus conséquent. D'un autre côté, du point de vue chinois, il y a aussi des velléités. Il y a une annonce d'une navette spatiale nucléaire à l'horizon 2045. Et puis du côté russe, il y a effectivement aussi un intérêt majeur avec deux projets, le projet de TEM et le projet Zeus qui en découle, donc là qui est dans le cadre d'une exploration civile, et institutionnelle et académique. Paul? Non, sur le nucléaire, j'ai rien à ajouter. D'une certaine façon, c'était plutôt voilà. À l'horizon 2030, est-ce que ces projets seront en place a priori? 2030 m'apparaît un peu optimiste. C'est pas ce qui est prévu d'ailleurs, parce que oui. Dans le programme Artemis Orion, donc, dont le module de service est fait par Airbus, part de façon classique. Et c'est pareil pour le module européen qui tournera autour de Mars pour récupérer les échantillons récupérés par le rover européen sur Mars. Ce ne sera pas du nucléaire non plus. Non. Est-ce que ce ne serait pas des développements qui
qui aurait plutôt une vocation militaire. Je vois que la DARPA, par exemple, s'intéresse beaucoup à la propulsion nucléaire dernièrement. Et il me semble qu'ils avaient parlé d'une démonstration dans la décennie, alors d'un premier prototype, mais d'une démonstration orbitale dans l'espace. Est-ce que ça pourrait être une technologie qui supporterait ces fameux patrouilleurs, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure? Absolument, absolument. Je pense même que c'est un peu l'idée fondamentale. Il ne faut pas décorréler cette initiative d'une formalisation de cette politique en faveur du nucléaire, relativement récente, puisqu'elle a été signée par Trump. Il s'agit de la Space Policy No. 6, qui établit comme ordre présidentiel le retour au nucléaire, de puissance. Et l'intérêt, c'est que non seulement le DOE, le département de l'énergie, est sollicité, et la NASA, côté civil, mais le DOD, donc le département militaire, enfin la partie militaire, est également cité autant de fois que la partie civile. Donc on voit bien qu'il s'agit effectivement d'une tendance et d'une velléité duale. Je pense effectivement qu'à moyen terme, on aura également les mêmes moyens de propulsion que les civils. Très bien. Ben, on arrive doucement au temps qui nous était imparti, même si on n'a pas de timer aujourd'hui, donc c'est à l'estimation. Est-ce que, comme hier, on a le droit à une session de questions-réponses avec le public? Oui, je vois qu'il y a un micro là-bas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. On vous fera parvenir un micro. Des mains levées. Quelque part. Ah voilà, on vous voit un peu mieux. Alors je n'en vois pas. Est-ce qu'on arrive au bout du coup? Oui. Allez, bon bah on va conclure cette table ronde. Merci énormément à vous quatre d'être venus discuter de ces sujets avec nous, de ce petit exercice de prospective en orbite terrestre et un peu plus loin. On aurait peut-être pu aller jusqu'à Mars, hein, si on avait été audacieux. Merci à vous d'être venus assister à cette table ronde. Bonne suite du salon à vous tous. Et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Merci.